Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans cette critique à chaud de l'épisode 6 de la série Saint Seiya Santia Show, intitulée Deux âmes s'affrontent, Saori contre le grand pop. Alors les amis, chose un petit peu particulière depuis le commencement de cette série de critiques à chaud, c'est que là pour le coup je la fais vraiment à chaud puisque je l'enregistre alors que je viens tout juste de regarder l'épisode. D'habitude je me laissais toujours au moins une journée de réflexion posément pour digérer, pour savoir quoi vous dire. Et là non, je viens de le voir l'épisode et il fallait absolument que j'en parle tout de suite. On m'a fait la remarque à la critique à chaud précédente que c'était peut-être un peu trop long, je vous décrivais un petit peu trop l'épisode. Donc là je vais faire beaucoup plus court, plus synthétique, je ne vais pas donc vous résumer tout le déroulé de l'épisode, hein. Je pars du principe que vous l'avez vu et je vais juste dérouler comme ça des sensations. Et donc pourquoi j'enregistre vraiment comme ça à chaud? Parce que j'ai besoin de m'exprimer là-dessus, mais voilà, je ne suis pas loin d'avoir trouvé que cet épisode était, et je pèse mes mots, de la grosse merde. Voilà, je vous le dis clairement comme je l'ai pensé. J'ai mis la main sur mon visage à plusieurs reprises, j'étais consterné par ce que j'ai vu, j'ai trouvé ça aberrant. Et là je pense vraiment que, enfin pour moi ça y est, le château de cartes précaire qu'était cette série Santia Show, le fait qu'elle veuille s'insérer dans la chronologie officielle, dans les événements racontés, eh bien tout vient de s'écrouler avec cet épisode, tout s'est cassé la tronche, ça ne tient plus debout. Je pense quand même que je regarderai le manga par curiosité, mais à mon avis le manga tombe dans les mêmes travers, et on verra. Après je laisse soin à l'ami Orpheus Collection de m'expliciter un petit peu mieux la chose, mais de toute façon, voilà, je pensais, là on a clairement passé dans quelque chose qui vient de décrédibiliser le tout, en tout cas à mes yeux. Donc peut-être que des gens, je sais pas, s'en contenteront, mais pour ma part ça ne fonctionne plus. Je continuerai à regarder, parce que malgré tout, je vais vous le dire, ce n'est pas déplaisant à regarder, bien que là, d'un strict point de vue technique, on est à nouveau dans les bas de la série, hein, donc c'est beaucoup moins bon techniquement que l'épisode 5. Là, clairement, hein, j'ai noté sur ma petite prise de notes, c'est 80% des plans sont mal dessinés. Et là, je pense que je fais un chiffre à la volée comme ça, mais franchement, la plupart des plans sur les Santia sont dégoûtants. Vous avez énormément de moments immondes, pas finis. Vous avez Marine qui apparaît dans cet épisode, elle a aucun plan où elle est belle. Je veux dire, pourtant Marine, elle porte un masque, c'est quand même pas difficile à faire. Son masque, on ne reconnaît pas Marine à aucun moment. Donc on la reconnaît quand on la voit de pied en cap, mais quand vous avez des plans sur son visage masqué, vous ne la reconnaissez pas. C'est quand même hallucinant. Heureusement, il y a quelques beaux plans qui contrebalancent, et certaines ambiances, mais globalement, ce qui ressort, c'est que c'est un épisode qualitativement, techniquement, beaucoup moins bon que le précédent, hein. On est franchement dans les bas, donc, mais le problème n'est pas tant là. On note quand même là, pour le coup, dans cet épisode, un véritable enrichissement de la personnalité des Santia, un réel développement autour d'elle, puisque on va quand même beaucoup se concentrer dessus dans cet épisode. On va notamment les montrer interagir entre elles, donc entre elles, c'est-à-dire Mi, Shoko et Xiaoling, puisque le sort de Katia a été scellé, alors d'une façon où je n'ai pas compris, hein, puisqu'on reprend le combat qu'on avait laissé au Colisée, où Katia s'était battue contre Mayura Dupin avec les deux autres Silver, et notamment Katia révèle à ce moment-là que en fait son but était de permettre l'enlèvement, de temporiser pour permettre l'enlèvement de Saori par le grand pop, et qu'après elle tente de se suicider, Mayura l'en empêche et repart avec elle. Pourquoi, on ne sait pas, pour où, on ne sait pas, mystère, bon, j'ai trouvé ça m'a laissé perplexe, ça m'a paru très facile, et pareil, Mayura qui dit donc aux deux Silver qui du coup maintenant savent que Saori est Athéna, bah voilà, repartez comme vous êtes venus quoi, dites qu'elle est morte et puis c'est tout. Bref, pareil, le sort de ces deux Silver là, pour l'instant ils semblent déambuler et se cacher, puisqu'ils savent que d'autres Silver vont arriver pour tenter de tuer tout le monde. Bon, pour le coup, voilà, ça me laisse perplexe, mais je me dis que ça sera peut-être mieux expliqué plus tard, mais voilà. Donc on a vraiment un développement autour des trois Santia principales. Notamment on montre la relation à Saori, c'est surtout Shoko, jusqu'à présent elle se battait pour la quête par rapport à sa sœur, et là elle commence à reconnaître le rôle de Saori et à vouloir devenir une vraie Santia. Elles sont entraînées
pendant combien de temps? Un temps sûrement assez long tout de même, puisque cet épisode joue énormément de l'ellipse. Elles sont entraînées par Marine, donc ça permet voilà, de les développer un petit peu plus. On va dire que ça fait partie des points positifs de l'épisode. Autre point positif, on a une explication, ce qui est sur le point que je soulevais en fin de critique à chaud précédente, concernant l'Académie des Santia. Je vous disais que je ne comprenais pas comment Saga avait pu laisser survivre un organe dépendant du sanctuaire. Et bien l'explication nous est donnée en nous disant qu'en fait cet organe n'était pas dépendant du sanctuaire, mais cet organe avait été créé de toutes pièces par Mitsuma Sakido. Donc, a priori, Saga ne connaissait pas l'existence de cette académie, c'est donc logique que cette académie soit formée en parlant de Saori et en montrant le grand pop comme imposteur. Donc, ça passe. Voilà, c'est en tout cas. Donc, moi, je suppose quand même que il devait y avoir un vrai ordre, un vrai institut de formation, d'académie, de ce que vous voulez, quelque part au sanctuaire des Santia. Vous voyez, parce que si c'est bien un ordre qui existe depuis les temps immémoriaux, il y a forcément une branche, on va dire, qui dépend du sanctuaire. Que Kido ait formé une académie parallèle, bon, pourquoi pas, je veux bien l'accepter, même si ça veut dire qu'Aiolos, il lui a quand même révélé énormément de choses avant de mourir, hein, ça, pareil, c'est quand même très très gros comme ficelle, mais je veux bien l'admettre, mais ça veut dire qu'en toute logique, il devrait y avoir un ordre, entre guillemets, officiel, dépendant du sanctuaire des Santia. Alors, est-ce que cette ficelle-là sera exploitée plus tard dans la série? Je n'en sais rien, mais pour ma part, à partir du moment où on nous dit que l'académie a été forgée par Kido, et ben ça veut dire que, en toute logique, il y a aussi une académie, ou n'importe quel organe, qui forme des Santia, et que Saga voulant maintenir l'illusion, il doit y avoir des Santia dépendantes du sanctuaire. Pour le coup, ça serait une piste intéressante de scénario à développer. Je ne sais pas si ça sera fait. En tout cas, voilà. Mais au moins, pour cette interrogation que j'ai eue dans l'épisode précédent, eh bien, par rapport au comportement de Katia notamment, on a la réponse ici. Autre point positif, on a une assez grande variété d'environnements, c'est vrai. On retourne à Jamir, on revoit l'Académie des Santia, on nous montre le sanctuaire, enfin voilà, une assez belle variété d'environnements donc qui rendent aussi l'épisode dynamique, assez sympathique. Le meilleur moment de l'épisode, je vous le révèle, c'est la fin, c'est la toute fin, c'est le moment où on a l'avion qui s'est posé au sanctuaire et les 5 bronzes et Saori qui sont là, prêts à attaquer le sanctuaire, donc prêts à commencer cette bataille emblématique de la saga d'origine. Et c'est le moment le mieux dessiné de tout l'épisode. Tous les plans sur les bronzes sont magnifiques, les plans sur Saori sont magnifiques, ça a vraiment de l'impact, c'est des plans muets. Visuellement, c'est le meilleur moment de l'épisode. Voilà, et c'est un moment où on ressent quelque chose, parce que forcément, ça nous touche en plein cœur. Une petite pique à la flèche Saori plantée en plein cœur. Ça nous touche en plein cœur parce que ça nous remémore pour ce qui est probablement le passage le plus emblématique de toute la saga Saint Seiya. Et maintenant, je vais en venir au négatif. Le plus gros point négatif de cet épisode, c'est qu'il a beaucoup trop recours à l'ellipse. Alors, parce que là, il fait s'écouler une période de temps qui est extrêmement grande, puisqu'il fait s'écouler en gros la période de temps de la fin des Galaxian Wars, les Chevaliers Noirs, les Chevaliers d'Argent et le début du combat contre les Chevaliers d'Or. Vous voyez, un temps qui est quand même assez long dans la saga. Alors là, je mets vraiment volontairement de côté l'animé de 86, hein, parce qu'on n'y est plus du tout, hein, puisque forcément il n'y a pas tous les rajouts, etc. Mais même dans le manga, ça doit durer, allez, au moins, je vous dirais un bon mois, tout ça. Donc on a énormément d'ellipses, donc pendant cette ellipse, c'est ce qui nous justifie l'entraînement qui doit être assez long des Santia auprès de Marine, mais du coup c'est traité vraiment de manière très très elliptique, et je vous dirais à la fin, dans ce qu'ils choisissent de nous montrer, beaucoup trop elliptique. Pourquoi ? Et bah parce qu'à la fin, quand arrive le moment où on nous dit que ça y est, Saori va aller combattre le grand pop, eh bien on a juste l'impression que les 5 chevaliers de bronze n'existent pas. Aucune trace de Seiya, Shiryu, Yoga, Shun et Ikki. Ils ne sont pas mentionnés, ils n'existent pas dans la tête de Saori, on a l'impression que ça n'a jamais existé, on a vraiment l'impression. Du coup, voilà, c'est le résultat qui s'opère d'avoir 2 histoires en parallèle, puisque ce qu'on nous montre, c'est une Saori totalement concernée, concentrée sur ses Santia, et les bronzes, pourtant à ce stade, avec toutes les ellipses qui viennent de se passer, elle a forcément déjà vécu des choses avec, même si moins dans le manga par rapport à l'animé où, je vous dis, elle a vécu des tonnes de choses, mais dans le manga, déjà à ce moment-là, il s'est passé plein de choses, et pas des moindres, le sauvetage de Saori par les bronzes, de l'enlèvement de Jamian. Voilà. Pas du tout mentionné, à aucun moment,
et bien ça fonctionne pas du tout, je suis désolé, du coup on a l'impression qu'on n'est pas du tout dans le même univers. Et c'est pas en nous faisant réapparaître Sean in extremis à la fin comme ça, qui en plus demande l'autorisation au Santia de se voir confier à Athéna, j'ai trouvé ça consternant, c'est ridicule. D'autant plus que du coup ça veut dire que quoi, Sean il connaît les Santia, bon bah ok, allez hop, on balance des informations comme ça. Enfin là, on n'en a plus rien à battre, excusez-moi, ça m'a énervé de voir ça, donc je suis un peu vulgaire, mais en gros, on n'en a plus rien à faire de la cohérence. Alors là, on fait ce qu'on veut, on réécrit l'histoire, y a pas de problème. Donc là, j'étais consterné, mais le pire du pire, et j'y viens, et ça sera mon développement final pour cette critique à chaud, ce qui détruit d'emblée totalement, pour moi, la cohérence de cette saga avec la saga originale, bah, c'est l'intro de l'épisode. On savait qu'on avait fini l'épisode sur un temps fort, hein, qui nous promettait beaucoup, mais qui était vraiment quelque chose de casse-gueule, hein, je vous avais dit, hein, qu'est-ce qu'ils vont faire, puisqu'on y voyait Aphrodite enlever Saori. Donc, que fait Aphrodite? Eh bien, tout simplement, il ramène Saori au sanctuaire, devant Saga, passages qui sont très beaux, très bien dessinés, il n'y a pas de problème avec ça, mais alors thématiquement, mais ce passage, c'est de la merde en barre. Et là, en disant ça, je suis certain qu'il y en a parmi vous qui vont être peut-être outrés, qui vont dire « Mais non, c'est génial, c'est trop beau, on voit Saga, machin. » Oui, non mais d'accord, c'est beau, il n'y a pas de problème, je suis d'accord avec vous, visuellement ça fait plaisir et ça flatte le fanservice. Mais interrogez-vous à un moment donné. Ce passage, c'est de la merde. C'est de la merde, pourquoi? Parce que déjà d'une, ce passage, il ne sert à rien. Ça ne sert à rien de nous montrer une première rencontre comme ça, avec entre Saori Athéna et Saga, avant la bataille, comme ça. Ça n'aboutit sur rien, puisqu'à la fin, finalement, Saga la renvoie à ses pénates et on repart dans le déroulé normal de la série, donc ça n'apporte rien. Et pire encore, c'est que ça crée du trouble et ça vient détruire ce qu'on connaît de la saga d'origine. Le rôle d'Aphrodite dans ce passage, c'est consternant. Aphrodite, ok, son discours face à Sean, c'est de dire que oui, je suis Saga parce qu'il représente une forme de justice et de force. Mais ce qu'on pouvait admettre que Aphrodite puisse avoir ce comportement-là, c'est parce que Aphrodite n'avait jamais été réellement confronté, lui, au cosmos d'Athéna, à ce qu'elle représentait. Donc d'accord, il a une vision, on va dire, idéologique de ce qu'est le combat pour la justice, et il connaît Saga, il a ressenti son cosmos. Voilà, il se fie à lui. Il n'avait pas fait l'expérience du cosmos d'Athéna, rien ne nous était dit dans la série classique. Donc, on pouvait comprendre qu'Aphrodite, même si on n'était pas forcément en accord avec cette vision idéologique, qu'il pense comme ça, de la manière que Death Mask. Et ça peut se comprendre que à partir d'Hadès, il se rachète. Voilà. Mais là, du coup, on nous montre qu'Aphrodite, il a vu Athéna, il lui a parlé, il la reconnaît, il a senti son cosmos. Et il se permet de la juger. Il la juge comme une gamine, et bien qu'il lui dise « Oh, je suis curieux de voir ce que vous allez devenir, en gros. » Mais du coup, il la laisse partir, et il continue de suivre Saga. Donc ça fait d'Aphrodite un personnage encore plus négatif. Alors je veux dire, moi ça changera pas ma vision d'Aphrodite, mais il y a des gens, ça va le rabaisser encore plus à leurs yeux d'avoir fait ça. Ça détruit encore plus le personnage, ça lui met encore plus le nez dans le caca. Voilà, je vous le dis vulgairement parce que c'est vraiment ce qui se passe. Et ça me consterne. De la même manière, nous montrer la dualité de Saga, ça ne sert à rien, et c'est illogique, c'est totalement illogique. D'un point de vue diégétique, la diégèse, pour ceux qui ne sauraient pas ce que c'est ce qu'on appelle l'ensemble des règles internes à un univers. Voilà. Et donc d'un point de vue diégétique, ça n'a pas de sens que Saga, même si on tente de nous montrer ça de nous justifier ça par sa schizophrénie. Oui, il y a le mauvais Saga qui saisit là l'opportunité d'abattre Saori, mais le bon Saga qui l'empêche. Voilà, il y a cette dualité. Mais à ce stade de l'histoire, ça n'a juste pas de sens, et la schizophrénie n'a rien à voir là-dedans. Là, Saori, Athéna, elle est devant lui, et même si Saga essaye de reprendre pied, quand le bon côté est là, enfin, je veux dire, c'est pas possible de croire que Saga ait cette dualité qui n'aura pas après, qu'il l'ait vis-à-vis quand tout le combat s'est déroulé dans le sanctuaire, que Saori est déjà quasiment morte, et qu'il est in extremis à la fin, cette dualité face à Seiya. Oui, mais là, devant lui, elle est devant lui. C'est soit il devrait redevenir bon, complètement, soit il devrait la tuer, et puis c'est tout. Il n'y a pas d'entre-deux, vous voyez. Et là, on a essayé de faire tout un passage. On nous montre déjà Saga, parce que en gros, c'est du fanservice, mais qui détruit ce qu'on connaît. Parce que Saori, sa réaction, on ne la comprend pas, elle ne fait rien.
D'accord qu'elle pourrait lui dire effectivement oui, je vais pas vous tuer parce que je veux que vous viviez votre truc, mais tu as l'opportunité de... Elle a l'opportunité de mettre fin à la bataille. Elle est devant, elle ne fait rien. Et Saga de la même manière, elle est à sa portée. Et le bon côté, il n'arrive pas à prendre à ce point-là le pas sur le mauvais côté. Non, vous me ferez pas croire ça. Donc même si il a un moment de doute, quand il se reprend, point barre, il devrait la tuer, et c'est tout. Et là, pire, il demande à Aphrodite de la ramener. C'est totalement débile, ça n'a pas de sens. Tout ça pour demander à tout le monde d'aller détruire l'Académie des Santia et demander au Chevet d'Argent d'aller tuer tout le monde. Ça n'a pas de sens. C'est complètement con. Ça n'a aucun sens. Voilà. Vous pouvez me trouver tout ce que vous voulez, ça n'a aucun sens. C'est débile. Voilà, c'est du scénario débile. Il n'y avait pas besoin de mettre ce passage. Oui, vous ne mettiez pas ce passage, et ça pouvait se raccorder. D'avoir mis ce passage, qui, vous dit, n'apporte rien d'un point de vue scénaristique, parce que il se passe ça, et ça ne change rien à la suite de ce qu'on connaît. Donc ça ne sert à rien, scénaristiquement parlant. Et pire, ça a détruit la cohérence de l'univers Santia Show. Donc c'est vraiment de la daube, voilà, je vous le dis. Ça m'énerve, parce que franchement, il n'y avait pas de nécessité à faire ça, et ça a tout détruit. Et donc je vous dis, ça a tout détruit d'un point de vue diégétique, et aussi d'un point de vue scénaristique, comme je vous l'ai dit. Puisque, en nous montrant déjà Saori avoir été confronté à Saga, d'une, on a détruit l'effet de surprise, les enjeux qui entourent la bataille du sanctuaire, où la révélation de Saga était un enjeu. Alors, vous allez me dire, oui, mais nous on connaît déjà la série, Saga, on sait que c'est méchant, etc. Oui, d'accord. Mais Saori, non. Elle avait le doute. Or là, elle peut pas avoir le doute, elle l'a vu, elle a été confrontée à Saga. Et ça rend encore plus incohérent le discours, la discussion qu'elle a avec Seiya dans l'avion qui les mène au sanctuaire, puisque Saori expose ses doutes, elle dit qu'elle suppose bien que le Grand Pop est en fait un des chevaliers d'or. Pourquoi tu ne dis pas à Seiya que j'ai vu le Grand Pop, c'est quelqu'un de schizophrène, j'étais confronté à lui. Pourquoi est-ce qu'elle ne dirait pas ça à Seiya? Ça n'a aucun sens. C'est complètement débile ce passage. Et ce passage, aussi débile et inutile qu'il était, vient de détruire la cohérence de cette série. Donc je suis en colère, ça m'énerve. Voilà. Donc j'ai rien de plus à vous dire. Je vais regarder la suite, parce que je pense qu'il y aura encore du fanservice, et que bon, je pense aussi qu'on aura quand même droit à des passages qui seront intéressants, parce qu'ils se départiront de ce qu'on connaît de la série, et qu'ils essaieront de développer autre chose, et je pense qu'on reviendra à un combat contre Eris, et que la série développera un peu son propre univers. Mais d'ores et déjà, cette série, à mes yeux, et c'est fini, hein, je ne vois pas comment ils peuvent se relever d'un truc pareil, a détruit sa cohérence vis-à-vis... Bon, du l'animé, il n'y en avait pas, c'était pas le problème, mais vis-à-vis de l'œuvre originale. C'est non canonique, ça ne fonctionne pas, c'est débile. Voilà. Donc, un épisode 6 que j'ai détesté, hein, je vous le dis clairement, puisqu'il vient de tuer l'attrait qu'avait jusqu'à maintenant cette série. Voilà. Jusqu'à maintenant, on marchait sur le fil, un fil précaire, et bien là, on s'est cassé la gueule, on est embouilli par terre. Voilà les amis, donc une critique bien plus virulente que d'habitude, peut-être que certains vont... ça va pas leur plaire, je pense que d'autres vont être contents de me voir réagir comme ça. Voilà. Je vous le dis, un jour, au terme des 10 épisodes, je ferai l'effort de lire le manga, mais je pense que ce passage-là est dans le manga. Alors après, si vous me dites que ce passage-là n'est pas dans le manga, bon, bah alors ça peut fonctionner encore, le manga Santia Show peut encore fonctionner pour moi, mais l'animé ne fonctionne plus, ça c'est clair et net. Hein. Voilà. Donc je vous dis à bientôt pour la prochaine review, j'espère que celle-ci vous a intéressé, en tout cas, c'était vraiment une critique qui venait, pour le coup, du cœur et la passion qui parlait. À bientôt les amis, et salut à vous.